Je m'appelle Marie, j'ai 60 ans aujourd'hui, et je vais vous raconter comment j'ai survécu à l'impossible. Comment j'ai défié les médecins, la maladie, et surtout comment j'ai survécu à la plus grande trahison de ma vie. Mais avant de vous révéler ce miracle que personne ne croyait possible, laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière, dans notre appartement du 16e arrondissement de Paris, ce soir où tout a basculé. Il était 22 heures passées quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Philippe rentrait tard, encore une fois. Cela faisait des mois que nos soirées se ressemblaient toutes, lui absent, moi seule devant la télévision, essayant de ne pas penser à ce vide qui grandissait entre nous. Nous étions mariés depuis 38 ans. 38 années que je croyais remplies d'amour, de complicité, de projets communs. J'avais renoncé à ma carrière de professeur de littérature pour élever nos 3 enfants. J'avais mis mes rêves de côté, mes ambitions, tout ce qui me définissait avant de devenir Madame Dubois. Et pendant toutes ces années, je me disais que c'était normal, que c'était ce qu'on faisait par amour. Philippe travaillait dans la finance, directeur d'une grande banque parisienne. L'argent n'avait jamais été un problème chez nous. Notre appartement de 180 mètres carrés avec vue sur la Seine, nos vacances annuelles en Provence, les études privées de nos enfants, tout cela coulait de source. Mais l'argent, je l'ai appris de la manière la plus brutale, ne garantit pas le bonheur. Il ne garantit même pas la fidélité. Ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Philippe sentait un parfum que je ne connaissais pas. Un parfum fleuri, délicat, certainement pas le mien. Mon cœur s'est serré mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'avais peur de la réponse, peur de briser cette illusion dans laquelle je vivais depuis si longtemps. Alors j'ai souri, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et il m'a répondu par un vague grognement avant de disparaître dans son bureau. Les semaines suivantes ont été un enfer silencieux. J'observais chaque détail, chaque changement dans son comportement. Les appels qu'il prenait dans une autre pièce, les week-ends où il devait soudainement partir en déplacement professionnel, ses retours de plus en plus tardifs. Et moi, comme une idiote, je continuais à préparer ses repas préférés, à repasser ses chemises, à jouer le rôle de l'épouse parfaite. Parce que j'avais peur. Peur de perdre cette vie que j'avais construite, peur de me retrouver seule à 57 ans, peur de n'être plus rien sans lui. Un mardi après-midi de novembre, j'ai décidé de le suivre. Je sais, ce n'est pas glorieux, mais la douleur de ne pas savoir était devenue insupportable. Il m'avait dit qu'il avait une réunion importante qui durerait toute la journée. Je l'ai suivi discrètement en taxi jusqu'à un immeuble du Marais, un quartier branché de Paris où nous n'avions jamais mis les pieds ensemble. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je l'ai vu entrer dans un café, et quelques minutes plus tard, elle est arrivée. Elle devait avoir 30 ans, peut-être 35. Belle, élégante, jeune. Tout ce que je n'étais plus à ses yeux. Je les ai observés à travers la vitrine. La façon dont il la regardait, dont il lui prenait la main, dont il souriait. Ce sourire que je n'avais plus vu depuis des années. Je suis restée là, figée sur le trottoir, incapable de bouger, incapable de respirer. Les passants me contournaient, pressés, indifférents à cette femme dont le monde venait de s'écrouler en pleine rue parisienne. Puis ils sont sortis du café et sont entrés dans l'immeuble d'en face. Un immeuble moderne avec un code d'entrée et un interphone brillant. Ils sont montés au 3e étage. J'ai attendu. 1 heure. 2 heures. Assise sur un banc en face, tremblante de froid et de rage. Quand il est ressorti, seul, avec cette démarche satisfaite que je connaissais si bien, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Je ne suis pas rentrée tout de suite. J'ai marché pendant des heures dans Paris, cette ville que j'aimais tant et qui me semblait soudain hostile et froide. J'ai pleuré dans les rues, sur les ponts, devant Notre-Dame. Des touristes me photographiaient probablement sans le savoir, capturant cette femme en détresse comme une curiosité parisienne. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette douleur n'était que le début. Que le pire était à venir. Quand je suis finalement rentrée, il était déjà là, installé dans le salon avec son verre de whisky, regardant les informations comme si de rien n'était. J'ai voulu crier, hurler, tout casser. Mais au lieu de ça, ma voix est sortie étrangement calme quand je lui ai demandé qui elle était. Il a pâli. Pour la première fois en 38 ans, j'ai vu Philippe Dubois perdre contenance. Il a essayé de nier, puis de minimiser, puis finalement, il a tout avoué. Son nom était Camille.
Il la voyait depuis 8 mois. Elle travaillait dans sa banque, au département marketing. C'était arrivé progressivement, disait-il, une attirance qu'il n'avait pas pu contrôler. Et puis il a prononcé les mots qui m'ont achevé. Il disait qu'il ne m'aimait plus depuis longtemps. Que notre mariage était devenu une habitude, une routine qu'il ne supportait plus. Qu'avec elle, il se sentait vivant à nouveau. Je lui ai demandé s'il comptait partir. Il a hésité, et dans cette hésitation, j'ai compris toute la lâcheté de l'homme que j'avais épousé. Non, il ne partirait pas. Pas tout de suite en tout cas. Il y avait les enfants à considérer, sa réputation professionnelle, et surtout l'argent. Un divorce lui coûterait cher. La moitié de nos biens, une pension alimentaire. Non, il préférait continuer cette double vie encore un peu, jusqu'à ce qu'il trouve le bon moment pour partir. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Rien. Absolument rien. J'ai accepté. J'ai accepté parce que j'étais devenue cette femme pathétique qui préfère vivre dans le mensonge plutôt que d'affronter la réalité. J'ai accepté parce que je ne savais pas qui j'étais sans lui. Parce que toute ma vie d'adulte avait tourné autour de cet homme, de cette famille, de cette illusion de bonheur. Je n'avais pas travaillé depuis 25 ans. Je n'avais pas de compte en banque à mon nom. Pas d'indépendance financière. J'étais complètement dépendante de lui, et il le savait. Les mois qui ont suivi ont été une descente aux enfers. Je faisais semblant devant les enfants, devant nos amis, devant nos voisins. Madame Dubois, l'épouse modèle du directeur de banque, toujours souriante, toujours impeccable. Mais à l'intérieur, je mourais un peu plus chaque jour. Je vérifiais compulsivement son téléphone quand il dormait. Je connaissais leurs rendez-vous par cœur. Je savais qu'il lui avait acheté un appartement dans le Marais, qu'il payait avec l'argent de notre couple. Notre argent. L'argent que j'avais aussi contribué à économiser en gérant la maison pendant toutes ces années. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. J'avais perdu 8 kilos. Des cernes noires creusaient mon visage. Mes cheveux grisonnants que je ne prenais plus la peine de teindre. J'avais l'air d'une vieille femme amère, et peut-être que c'était exactement ce que j'étais devenue. Je prenais des somnifères pour dormir, des anxiolytiques pour passer la journée. J'étais devenue accro à ces petites pilules qui m'aidaient à ne pas penser, à ne pas sentir. Nos enfants ont commencé à poser des questions. Lucas, l'aîné, travaillait à Londres. Sophie était mariée et vivait à Lyon avec ses 2 enfants. Et Thomas, le petit dernier, finissait ses études de médecine à Paris. Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais je mentais, encore et toujours. Tout va bien, leur disais-je. Papa est juste très occupé avec le travail. Maman est juste un peu fatiguée. Les mensonges s'empilaient comme des briques, construisant un mur entre moi et mes propres enfants. C'est Thomas qui a finalement insisté pour que je consulte un médecin. J'avais une toux persistante depuis des semaines, une fatigue écrasante que je mettais sur le compte du stress. J'ai pris rendez-vous pour lui faire plaisir, sans vraiment m'inquiéter. Je pensais que le docteur me prescrirait des vitamines et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais la vie avait d'autres plans pour moi. Le docteur Mercier m'a examiné longuement. Il a froncé les sourcils en écoutant mes poumons. Il a posé des questions sur mes symptômes, ma perte de poids, mes sueurs nocturnes que je n'avais même pas mentionnées. Puis il m'a prescrit une batterie d'examens. Scanner, analyse de sang, biopsie. Le mot résonnait dans ma tête comme une condamnation. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans son cabinet, les mains tremblantes, attendant le verdict. Philippe n'était pas venu avec moi. Il avait une réunion importante, encore une fois. Ou peut-être un rendez-vous avec Camille. Je ne savais plus, je ne demandais plus. Le docteur Mercier a inspiré profondément avant de parler, et dans ce moment suspendu, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Cancer du poumon, stade 3. Les mots sont tombés comme des pierres. Je n'avais jamais fumé de ma vie. Comment était-ce possible? Le docteur a expliqué que cela arrivait, que le stress chronique, l'exposition à certaines substances, la génétique, tout pouvait jouer un rôle. Mais moi, je savais. Je savais que c'était cette douleur que je portais en moi depuis des mois qui m'avait rendu malade. Ce chagrin que j'avais enfoui si profondément qu'il avait fini par dévorer mon corps de l'intérieur. Le traitement serait agressif.
Chimiothérapie intensive, radiothérapie, peut-être même une opération si la tumeur répondait bien. Le docteur Mercier parlait de chances de survie, de protocoles, de statistiques. 50% à 5 ans avec le traitement. Sans traitement, 6 mois, peut-être 1 an. Je l'écoutais à peine. Tout ce que je pouvais penser, c'était que j'allais mourir. Que j'allais mourir sans avoir vraiment vécu, sans avoir été heureuse, sans avoir été moi-même. Commenté, je suis jusqu'à présent. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire incroyable. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Philippe ce soir-là, sa réaction m'a glacée jusqu'aux os. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas pris dans ses bras. Il est resté là, debout dans notre salon luxueux, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du calcul. Il calculait ce que ma maladie allait lui coûter. Il calculait comment cela allait affecter sa relation avec Camille. Il calculait si ce ne serait pas finalement plus simple que je meure, lui évitant ainsi les complications d'un divorce. J'ai lu tout cela dans son regard, et quelque chose en moi s'est réveillé. Une rage froide, une détermination que je ne me connaissais pas. Je n'allais pas mourir pour lui faciliter la vie. Je n'allais pas disparaître discrètement pour qu'il puisse recommencer sa vie avec sa maîtresse sans avoir à partager notre fortune. Non. J'allais me battre. Pas pour lui, mais pour moi. Pour cette femme que j'avais été avant de devenir son ombre. Les enfants ont été dévastés quand je leur ai annoncé. Lucas a pris le premier avion depuis Londres. Sophie est montée de Lyon avec son mari. Thomas pleurait dans mes bras, mon petit garçon de 25 ans redevenu l'enfant effrayé qu'il avait été. Et c'est à ce moment-là, entouré de mes 3 enfants, que j'ai trouvé le courage de leur dire la vérité sur leur père. Ils ne me croyaient pas au début. Papa ? Impossible. Pas leur père si respectable, si droit. Mais quand je leur ai montré les relevés bancaires que j'avais copiés, les preuves des paiements pour l'appartement du Marais, les cadeaux coûteux qu'il offrait à sa maîtresse avec notre argent, ils ont dû affronter la réalité. Leur famille était une illusion. Leur père était un menteur. Et leur mère était mourante. Thomas a confronté Philippe cette nuit-là. Les cris ont résonné dans tout l'appartement. Sophie pleurait dans les bras de son mari. Lucas était d'un calme terrifiant, le même calme que j'avais affiché le jour où j'avais découvert la vérité. Philippe a essayé de se justifier, de minimiser, mais face à ses 3 enfants, il n'avait nulle part où se cacher. Il a fini par partir, disant qu'il irait dormir à l'hôtel, qu'on reparlerait de tout ça plus tard, quand les émotions seraient retombées. Mais il n'est jamais vraiment revenu. Oh, il est passé prendre des affaires, il a envoyé des messages, il a payé les factures. Mais l'homme qui avait partagé ma vie pendant 38 ans avait disparu comme de la fumée. Et moi, j'ai commencé mon combat contre le cancer, seul mais entouré de mes enfants. Et la chimiothérapie a commencé 2 semaines plus tard. Sophie avait pris un congé pour rester avec moi. Thomas venait tous les jours après ses cours à l'hôpital. Lucas télétravaillait depuis Paris pour être près de moi. Et Philippe ? Philippe envoyait de l'argent. Beaucoup d'argent. Comme si l'argent pouvait compenser son absence, comme si l'argent pouvait racheter 38 ans de mensonges. Les premiers traitements ont été horribles. Les nausées, la fatigue, la perte de mes cheveux. Je me regardais dans le miroir et je voyais un fantôme. Un fantôme de la femme que j'avais été, de la femme que j'aurais pu être. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans cette épreuve. J'ai commencé à me retrouver. Sans mes cheveux, sans mes vêtements élégants, sans le masque de Madame Dubois, je redécouvrais Marie. Marie qui aimait la littérature, qui rêvait d'écrire, qui avait des opinions, des désirs, des rêves. J'ai commencé à tenir un journal pendant mes séances de chimiothérapie. D'abord juste quelques lignes, des pensées éparses. Puis des pages entières. J'écrivais sur ma vie, sur mes regrets, sur cette dépendance émotionnelle qui m'avait détruite. J'écrivais sur l'argent et comment il m'avait piégée dans une cage dorée. J'écrivais sur la trahison et comment elle m'avait paradoxalement libérée. À bout de 3 mois de traitement, les médecins ont fait un premier bilan. La tumeur répondait bien, mieux que prévu même. Mais le docteur Mercier restait prudent. C'était encourageant mais pas suffisant. Il fallait continuer, intensifier même. J'ai accepté. J'acceptais tout maintenant. La douleur, la fatigue, les effets secondaires. Parce que j'avais trouvé quelque chose à quoi me raccrocher.
Une raison de vivre qui n'avait rien à voir avec Philippe, avec mon mariage raté, avec cette vie que je croyais avoir perdue. Sophie a trouvé mon journal un jour et l'a lu en cachette. Elle est venue me voir en pleurant, me disant que j'écrivais magnifiquement, que mon histoire devait être partagée. Que d'autres femmes vivaient probablement la même chose, piégées dans des mariages sans amour, dépendantes financièrement et émotionnellement d'hommes qui ne les respectaient pas. Elle m'a encouragée à continuer, à transformer ce journal en quelque chose de plus. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire mon livre. Entre les séances de chimiothérapie, dans les salles d'attente des hôpitaux, tard le soir quand la douleur m'empêchait de dormir. J'écrivais l'histoire de Marie, cette femme qui avait tout sacrifié pour son mari et sa famille, qui avait été trahie de la pire des façons, et qui se battait maintenant pour sa vie tout en redécouvrant qui elle était vraiment. Pendant ce temps, Philippe continuait sa vie avec Camille. Il avait officiellement quitté notre appartement, demandé le divorce. Ses avocats contactaient mes avocats avec des propositions de partage des biens. Il voulait garder le maximum, évidemment. Il arguait qu'il avait été le seul à travailler pendant notre mariage, que je n'avais pas contribué financièrement. Comme si élever 3 enfants, gérer une maison, soutenir sa carrière pendant 38 ans ne valait rien. Mes avocats se battaient pour moi, mais j'étais trop fatiguée, trop malade pour vraiment m'en préoccuper. L'argent avait perdu de son importance. Oh, je voulais ma part, ce qui me revenait de droit, mais ce n'était plus ce qui me définissait. J'avais compris que toutes ces années, j'avais été obsédée par l'argent, par ce qu'il représentait. Sécurité, statut, respectabilité. Mais l'argent ne m'avait pas protégée de la trahison. Il ne m'avait pas empêchée de tomber malade. Il ne pouvait pas acheter l'amour ou le bonheur. À eu bout de 6 mois de traitement, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les scanners montraient une réduction massive de la tumeur. Le docteur Mercier n'en croyait pas ses yeux. À ce stade de la maladie, avec ce type de cancer, les chances d'une telle rémission étaient infimes. Il parlait de 5%, peut-être moins. Il voulait comprendre ce qui s'était passé, me posait des questions sur mon mode de vie, mon alimentation, mes habitudes. Mais moi, je savais. Ce n'était pas seulement la chimiothérapie. C'était cette transformation intérieure que j'avais vécue. C'était d'avoir retrouvé un but, une raison de vivre. C'était d'avoir cessé de m'accrocher désespérément à un homme qui ne m'aimait pas, à une vie qui me tuait à petit feu. Mon corps avait répondu à cette libération émotionnelle. La science ne pouvait peut-être pas l'expliquer, mais je le sentais au plus profond de moi. Les médecins ont décidé de continuer le traitement encore 3 mois, par précaution. J'ai terminé mon livre pendant cette période. 250 pages sur ma vie, ma maladie, ma renaissance. Sophie l'a fait lire à une amie qui travaillait dans l'édition. Cette amie a pleuré en le lisant et a immédiatement proposé de le publier. Je n'en revenais pas. Moi, Marie Dubois, qui n'avait jamais rien accompli selon mon mari, j'allais être publiée. Si cette histoire vous touche, mettez un like pour me soutenir. Le livre est sorti 6 mois plus tard, alors que je venais de terminer mes traitements. Les médecins avaient annoncé que j'étais en rémission complète. Complète. Le docteur Mercier utilisait le mot miracle. Les autres médecins parlaient de cas exceptionnels, de réponses remarquables au traitement. Mais moi, je savais que c'était plus que ça. J'avais survécu parce que j'avais trouvé une raison de vivre. J'avais survécu par pure volonté, par rage même. La rage de prouver à Philippe qu'il avait eu tort, la rage de montrer à mes enfants que leur mère était forte, la rage de prouver à moi-même que j'existais en dehors de mon rôle d'épouse et de mère. Le livre a eu un succès inattendu. Il touchait quelque chose de profond chez les lecteurs, particulièrement chez les femmes de ma génération. Ces femmes qui avaient tout sacrifié pour leur famille, qui se retrouvaient à 50, 60 ans, sans identité propre, dépendantes financièrement et émotionnellement de leur mari. Ces femmes qui découvraient parfois, comme moi, que ces maris pour lesquels elles avaient tout abandonné les trompaient, les méprisaient même. Les interviews se multipliaient. Je passais à la radio, à la télévision. Moi qui avais été invisible pendant des décennies, j'étais soudain sous les projecteurs. Et je n'avais plus peur. Cette femme qui tremblait à l'idée d'affronter son mari infidèle, qui préférait vivre dans le mensonge plutôt que de faire face à la réalité, cette femme n'existait plus. À sa place se tenait Marie, auteure, survivante du cancer, femme libre. Le divorce a été prononcé 1 an après le diagnostic. Les avocats avaient fini par trouver un accord.
J'ai obtenu la moitié de nos biens, comme la loi le prévoyait. Philippe était furieux. Il avait espéré que ma maladie le dispenserait de cette obligation, que je mourrais avant la fin de la procédure. Mais j'étais toujours là, vivante et en bonne santé, et il devait payer. L'appartement a été vendu, l'argent partagé. J'ai acheté un petit 2 pièces près du jardin du Luxembourg, un quartier que j'avais toujours aimé mais que Philippe trouvait trop bohème, pas assez prestigieux. Mon nouvel appartement ne faisait que 60 mètres carrés, rien à voir avec notre ancien palais du 16e. Mais il était à moi. Entièrement à moi. Je l'ai décoré selon mes goûts, avec des livres partout, des couleurs vives que Philippe détestait, des plantes vertes qui envahissaient chaque recoin. C'était mon sanctuaire, mon refuge. L'endroit où Marie, la vraie Marie, pouvait enfin exister pleinement. L'argent du divorce et les droits d'auteur de mon livre m'ont donné une indépendance financière que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas une fortune, loin de là. Je devais faire attention à mes dépenses, budgéter soigneusement. Mais c'était mon argent, gagné par mon travail, mon histoire, ma douleur transformée en article. Chaque euro dépensé était une victoire, une affirmation de mon existence autonome. J'ai appris à gérer mon propre compte en banque, à payer mes factures, à prendre des décisions financières. Des choses que beaucoup trouvent banales mais qui étaient pour moi des conquêtes immenses. Philippe s'était toujours occupé de tout, me donnant une allocation mensuelle comme à une enfant. Je n'avais jamais vu nos relevés bancaires complets, jamais su exactement combien nous avions. Cette ignorance avait été une forme de contrôle, je le réalisais maintenant. En me gardant dans l'ignorance financière, il m'avait gardée dépendante, piégée. Les contrôles médicaux continuaient tous les 3 mois. À chaque fois, j'avais peur que le cancer soit revenu, que ce miracle ne soit qu'un répit temporaire. Mais à chaque fois, les examens étaient clairs. Pas de récidive. Mon corps restait sain, fort même. Je m'étais mise au yoga, à la méditation. Je mangeais sainement, pas par régime mais par respect pour ce corps qui m'avait porté à travers tant d'épreuves. Thomas terminait ses études de médecine et me rendait souvent visite. Il était fier de sa mère, disait-il. Fier de ma force, de mon courage. Lucas s'était installé définitivement à Londres mais venait me voir régulièrement. Sophie et moi étions devenus plus proches que jamais. Elle m'amenait ses enfants, mes petits-enfants adorés, et je leur racontais des histoires, je les emmenais au parc, je profitais de chaque moment avec eux. Ces petits-enfants ne connaîtraient jamais la grand-mère effacée que j'avais été. Ils connaîtraient Marie, la femme qui écrit des livres, qui a survécu au cancer, qui vit seule et heureuse dans son petit appartement rempli de plantes. Ils connaîtraient une femme forte, indépendante, qui leur enseignerait à ne jamais perdre leur identité dans une relation, à ne jamais laisser l'argent ou la peur les empêcher de vivre leur vérité. J'ai croisé Philippe un jour, par hasard, dans une librairie du quartier latin. Il feuilletait des livres dans la section finance. Il avait vieilli, pris du poids, perdu des cheveux. À côté de lui se tenait Camille, mais elle ne ressemblait plus à la jeune femme radieuse que j'avais vue 3 ans plus tôt. Elle avait l'air fatiguée, tendue. Elle regardait Philippe avec cette même dépendance que j'avais eue dans le regard pendant si longtemps. J'ai ressenti de la pitié pour elle. Elle était tombée dans le même piège que moi, séduite par l'argent, le statut, les promesses d'un homme qui ne savait pas vraiment aimer. Nos regards se sont croisés, Philippe et moi. J'ai vu de la surprise dans ses yeux, puis quelque chose d'autre. Du regret peut-être. Ou simplement de la confusion. La femme qu'il avait devant lui ne ressemblait en rien à celle qu'il avait laissée mourante il y avait 3 ans. J'étais mince mais forte, mes cheveux courts lui donnaient un air moderne, j'étais habillée simplement mais avec style. Et surtout, je souriais. Un vrai sourire, qui venait du plus profond de moi. Je ne me suis pas approchée de lui. Je n'avais rien à lui dire. Sa présence ne provoquait plus rien en moi, ni douleur, ni colère, ni même curiosité. Il appartenait à un passé que j'avais digéré, transformé, transcendé. Je me suis détournée et j'ai continué mes courses, m'arrêtant dans la section littérature où mon livre trônait en bonne place, avec ma photo sur la 4e de couverture. Une photo où je regardais l'objectif avec confiance, avec fierté. La photo d'une survivante. Mon 2e livre est sorti 1 an plus tard. Cette fois, je ne parlais pas seulement de ma propre histoire mais de toutes ces femmes que j'avais rencontrées lors de mes conférences, de mes interventions dans des associations.
Des femmes piégées dans des relations toxiques, dépendantes financièrement, émotionnellement brisées. Des femmes qui, comme moi, avaient cru que l'amour signifiait sacrifice, que la dépendance était normale, que l'argent du mari était une forme de sécurité plutôt qu'une chaîne. J'écrivais sur la dépendance émotionnelle, ce poison sournois qui nous fait croire que nous ne sommes rien sans l'autre. Cette peur panique de l'abandon qui nous pousse à accepter l'inacceptable, à fermer les yeux sur les trahisons, à nous effacer pour que l'autre reste. J'écrivais sur la manipulation financière, comment l'argent devient un outil de contrôle dans les mains de certains hommes, comment l'ignorance financière maintient les femmes dans des relations destructrices. Le livre a touché encore plus de femmes que le premier. Je recevais des centaines de lettres, d'emails, de messages. Des femmes me remerciaient de mettre des mots sur ce qu'elles vivaient, de leur montrer qu'il était possible de s'en sortir, même après des décennies dans une relation toxique, même malade, même sans argent. Elles me disaient que j'étais leur inspiration, leur preuve que la vie pouvait recommencer à n'importe quel âge. Certaines histoires me brisaient le cœur. Des femmes de 70 ans qui n'avaient jamais travaillé, qui dépendaient entièrement de maris violents ou infidèles, qui ne savaient même pas comment ouvrir un compte en banque. Des femmes qui me demandaient comment j'avais trouvé le courage de partir, comment j'avais survécu financièrement, comment j'avais surmonté la peur de me retrouver seule. Je répondais à chacune d'entre elles, partageant mon expérience, mes conseils, mais surtout mon espoir. J'ai commencé à donner des conférences dans des centres sociaux, des associations d'aide aux femmes. Je parlais de mon parcours mais aussi des aspects pratiques de la reconstruction. Comment reprendre ses finances en main, comment retrouver son indépendance, comment guérir de la dépendance émotionnelle. Je n'étais pas thérapeute, je n'étais pas conseillère financière, j'étais simplement une femme qui était passée par là et qui voulait tendre la main à d'autres. L'argent que je gagnais avec mes livres et mes conférences, je le réinvestissais dans des projets qui me tenaient à cœur. J'ai créé une petite association qui aidait les femmes en situation de dépendance financière à reprendre leur autonomie. Nous organisions des ateliers sur la gestion budgétaire, sur les droits des femmes dans le divorce, sur la reconstruction de l'estime de soi. C'était modeste. Nous n'avions pas de gros moyens, mais chaque femme que nous aidions était une victoire. Donnez un like si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. 2 ans après ma rémission, j'ai rencontré Jacques. Ce n'était pas une rencontre romantique de film, plutôt quelque chose de doux et d'inattendu. Il fréquentait la même librairie que moi, un petit endroit chaleureux près de mon appartement. Nous nous croisions souvent, échangions des sourires, puis un jour il m'a demandé si j'étais bien l'auteur de ces livres sur la Renaissance après la trahison. Il les avait lus, disait-il, après son propre divorce difficile. Jacques avait 65 ans, était professeur de philosophie retraité. Sa femme l'avait quitté 10 ans plus tôt pour un homme plus jeune. Il avait traversé sa propre période sombre, sa propre reconstruction. Nous avons commencé à prendre des cafés ensemble, à discuter de livres, de vie, de tout et de rien. Il n'y avait pas cette urgence désespérée que j'avais ressentie avec Philippe, ce besoin de l'autre pour exister. C'était une amitié qui s'approfondissait tranquillement, sans pression, sans attente. À au bout de 6 mois, cette amitié s'est transformée en quelque chose de plus. Mais c'était différent de tout ce que j'avais connu. Avec Philippe, j'avais été dans l'adoration, puis dans la dépendance, puis dans la souffrance. Avec Jacques, j'étais simplement moi-même. Nous avions chacun notre appartement, notre vie, notre indépendance. Nous nous voyions quand nous en avions envie, pas par obligation ou par habitude. Nous partagions des moments sans essayer de fusionner nos existences. Cette relation m'a appris quelque chose d'essentiel. L'amour véritable ne devrait jamais nous diminuer, jamais nous faire perdre notre identité. Il devrait nous révéler, nous enrichir, nous permettre d'être encore plus nous-mêmes. Avec Jacques, je n'avais pas peur d'exprimer mes opinions, de dire non, de garder du temps pour moi. Et lui non plus. Nous nous respections profondément, et ce respect était le fondement de notre relation. Mes enfants ont été surpris quand je leur ai présenté Jacques. Pas parce qu'ils désapprouvaient, mais parce qu'ils n'imaginaient pas leur mère dans une nouvelle relation. Dans leur esprit, j'étais restée l'épouse brisée de leur père, la femme trahie. Ils devaient maintenant accepter que j'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus complexe, de plus complet. Sophie a mis du temps à l'accepter, elle qui avait été si proche de moi pendant ma maladie. Mais elle a fini par comprendre que mon bonheur ne lui enlevait rien, au contraire. Les contrôles médicaux continuaient, maintenant 1 fois par an seulement. 3 ans de rémission, puis 4, puis 5.
À chaque anniversaire de mon diagnostic, je célébrais. Pas la maladie, évidemment, mais cette renaissance qu'elle avait provoquée. Je fêtais la femme que j'étais devenue, celle que je n'aurais jamais été si je n'étais pas tombée malade, si Philippe ne m'avait pas trahi. C'était étrange de ressentir de la gratitude pour des événements si douloureux, mais c'était pourtant le cas. Mon 3e livre est sorti 5 ans après le diagnostic. Celui-là était différent. Il ne parlait plus de la douleur, de la trahison, de la maladie. Il parlait de la renaissance, de la joie retrouvée, de cette 2e vie que je n'espérais plus. Je parlais de Jacques, de mes petits-enfants, de mes voyages, de toutes ces expériences nouvelles que je m'autorisais enfin à vivre. Je parlais aussi de l'argent, mais sous un angle nouveau. Comment gérer son indépendance financière, comment investir dans ce qui nous rend vraiment heureux plutôt que dans le paraître, comment l'argent peut être un outil de liberté plutôt qu'une prison. Ce livre a eu un succès encore plus grand que les précédents. Les médias parlaient de mon parcours comme d'une success story, d'une histoire inspirante. On m'invitait dans des émissions de télévision grand public, dans des podcasts, dans des magazines. Je suis devenue, malgré moi, une sorte de symbole de la résilience féminine, de la capacité à se réinventer à tout âge. Un jour, j'ai reçu un appel étrange. C'était Camille, la maîtresse de Philippe. Elle avait lu mes livres et voulait me parler. J'ai hésité longtemps avant d'accepter. Que pouvions-nous bien avoir à nous dire ? Mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes retrouvés dans un café, ce même café du Marais où je les avais vus ensemble des années plus tôt. Elle avait beaucoup changé. À 38 ans maintenant, elle paraissait plus vieille que moi. Le poids de la culpabilité, peut-être, ou simplement la vie avec Philippe qui l'usait comme elle m'avait usé. Elle m'a présenté ses excuses, des excuses que je n'attendais plus, que je n'avais même plus besoin d'entendre. Elle m'a raconté sa version de l'histoire. Comment Philippe lui avait menti, lui faisant croire que son mariage était mort depuis des années, que nous vivions séparés sous le même toit. Comment il lui avait promis de divorcer rapidement, de l'épouser. Mais 5 ans plus tard, il n'était toujours pas marié. Philippe trouvait toujours des excuses, des raisons d'attendre. Et Camille commençait à comprendre qu'elle n'était peut-être pas la grande histoire d'amour de sa vie, juste une distraction, un boost pour son ego vieillissant. Elle avait 33 ans quand leur relation avait commencé, et elle en avait maintenant 38. Les années fertiles s'écoulaient, et Philippe ne voulait pas d'autres enfants. Il ne voulait plus s'engager vraiment, il voulait juste profiter de sa jeunesse sans les responsabilités. J'ai écouté son histoire avec une compassion surprenante. Je n'éprouvais plus de colère envers elle. Elle était victime elle aussi, piégée dans les mêmes mécanismes que moi. La dépendance émotionnelle, les promesses non tenues, la manipulation. Philippe n'avait pas changé, il avait juste trouvé une nouvelle femme à contrôler. Et Camille, comme je l'avais été, était financièrement dépendante de lui. Elle avait quitté son emploi quand il lui avait offert l'appartement du Marais, pensant que leur vie ensemble était assurée. Je lui ai parlé pendant des heures. Je lui ai raconté mon parcours, pas pour me vanter, mais pour lui montrer qu'il était possible de s'en sortir. Je lui ai donné les coordonnées de mon association, de thérapeutes spécialisés dans la dépendance émotionnelle, d'avocats qui pourraient l'aider si elle décidait de partir. Elle pleurait, me remerciant encore et encore. Je lui ai dit que les remerciements n'étaient pas nécessaires, que je faisais ça pour toutes les femmes, y compris celles que j'avais été. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. La Marie d'avant aurait été consumée de haine envers cette femme. Elle aurait voulu se venger, la faire souffrir comme elle avait souffert. Mais cette Marie-là n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui comprenait que nous étions toutes victimes des mêmes systèmes, des mêmes conditionnements. Que la vraie ennemie n'était pas Camille, mais cette société qui nous apprenait que notre valeur dépendait d'un homme, que nous devions tout sacrifier pour l'amour, que la dépendance était romantique. J'ai appris quelques mois plus tard que Camille avait quitté Philippe. Elle avait trouvé un emploi, repris son indépendance. Elle m'a envoyé une lettre touchante me remerciant d'avoir été le déclic dont elle avait besoin. Philippe, lui, s'était rapidement trouvé une nouvelle compagne. Une femme de 40 ans cette fois. Le schéma se répétait, encore et encore. Mes petits-enfants grandissaient, et j'étais une grand-mère présente, active, engagée. Je les emmenais au musée, au théâtre, je leur apprenais à cuisiner, à jardiner sur mon petit balcon envahi de plantes. Je leur racontais des histoires,
pas des contes de fées avec des princesses qui attendent leur prince, mais des histoires de femmes fortes, indépendantes, qui se sauvent elles-mêmes. Je voulais qu'ils grandissent, garçons comme filles, avec des modèles différents de ceux que j'avais eus. L'argent continuait à être un sujet important dans mes écrits et mes conférences. Je parlais de l'importance de l'éducation financière pour les femmes, de la nécessité d'avoir toujours un compte en banque à son nom, des économies personnelles. Je racontais comment l'ignorance financière m'avait maintenue prisonnière pendant des années. Combien de femmes de ma génération avaient vécu la même chose ? Des milliers, des millions peut-être. J'encourageais les jeunes femmes à ne jamais abandonner leur carrière complètement, même si elles choisissaient de se consacrer principalement à leurs enfants. À garder un pied dans le monde professionnel, à maintenir leurs compétences, à rester indépendantes financièrement. Parce que la vie est imprévisible. Vulnérable. 6 ans après mon diagnostic, j'ai reçu une invitation surprenante. Un grand hôpital parisien voulait que je vienne témoigner lors d'un colloque sur le cancer et les facteurs psychologiques dans la guérison. Les médecins s'intéressaient de plus en plus au lien entre l'état émotionnel et la réponse au traitement. Mon cas était étudié comme un exemple remarquable de rémission inattendue. J'ai accepté, même si l'idée de parler devant des centaines de médecins et de chercheurs m'intimidait. Le jour du colloque, j'ai raconté mon histoire. La trahison, la dépendance émotionnelle, le diagnostic, et cette transformation profonde qui avait accompagné ma guérison. J'ai parlé de la rage qui m'avait donné envie de vivre, de la découverte de mon identité propre, de la libération que représentait l'indépendance financière et émotionnelle. Les questions ont fusé après ma présentation. Les médecins voulaient comprendre, quantifier, analyser. Mais certaines choses ne peuvent pas être mesurées en statistiques ou en études cliniques. Comment quantifier la volonté de vivre ? Comment mesurer l'impact de retrouver son identité ? Comment analyser scientifiquement le pouvoir de la libération émotionnelle ? Je n'avais pas de réponse scientifique, juste mon expérience, mon parcours, ma vérité. Un jeune oncologue m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Si je pouvais revenir en arrière, changerais-je quelque chose ? Éviterais-je la trahison, la maladie, la douleur ? J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre. Non. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne changerai rien. Parce que cette souffrance m'avait transformé en quelqu'un de meilleur, de plus fort, de plus authentique. La Marie d'avant était une coquille vide, une femme qui jouait un rôle. La Marie d'aujourd'hui était entière, vivante, libre. Cette réponse a choqué certains dans l'audience. Comment pouvais-je dire que je ne regrettais rien ? Comment pouvais-je ne pas vouloir éviter 38 ans d'un mariage raté, un cancer qui aurait pu me tuer ? Mais ils ne comprenaient pas. Ces épreuves ne m'avaient pas détruite, elles m'avaient révélée. Elles avaient brûlé tout ce qui était faux en moi pour ne laisser que l'essentiel. Si vous êtes inspiré par cette histoire de résilience, laissez un like. Jacques et moi avons voyagé ensemble cette année-là. Nous sommes allés en Italie, en Espagne, au Portugal. Des voyages simples, loin du luxe ostentatoire que Philippe aimait. Nous logions dans de petites pensions, mangions dans des restaurants locaux, prenions notre temps. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à dépenser en voyages extravagants, mais nous étions riches d'expériences, de rires, de découvertes. À Rome, devant la fontaine de Trévi, Jacques m'a demandé en mariage. Ce n'était pas une grande mise en scène romantique, juste une question simple, sincère. J'ai ri, surprise. À 60 ans, après tout ce que j'avais vécu, l'idée du mariage me semblait surréaliste. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi se marier alors que nous étions si bien comme ça ? Il a répondu qu'il voulait me montrer son engagement, mais qu'il comprendrait si je refusais. J'ai refusé. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais précisément parce que je l'aimais. Je ne voulais plus jamais être définie par un statut marital. Je ne voulais plus être madame quelqu'un. J'étais Marie, tout simplement Marie. Et notre relation n'avait pas besoin d'un contrat légal pour être valide, pour être réelle. Jacques a compris, et nous avons continué notre chemin ensemble, librement, sans les chaînes du mariage. Mes enfants ont été soulagés quand je leur ai annoncé ma décision. Ils craignaient que je commette la même erreur, que je me perde à nouveau dans une relation. Mais ils voyaient bien que ce n'était pas le cas. Que j'avais appris, grandi, changé. Que cette Marie-là savait protéger son indépendance tout en aimant profondément. Mon 4e livre explorait justement ce thème. L'amour sans dépendance,
la relation saine, l'équilibre entre intimité et autonomie. Je racontais comment Jacques et moi avions construit quelque chose de différent, basé sur le respect mutuel et l'indépendance. Je parlais de ces couples de seniors qui redéfinissent les règles, qui choisissent de vivre séparément tout en s'aimant, qui refusent de fusionner leurs finances ou leur vie. Se livrent à toucher un public différent. Plus jeunes, étonnamment. Des femmes de 30, 40 ans qui ne voulaient pas répéter les schémas de leur mère. Qui cherchaient des modèles de relations égalitaires, respectueuses, libres. Elles me remerciaient de leur montrer qu'il était possible d'aimer sans se perdre, de construire une vie à deux sans abandonner sa vie propre. 7 ans après mon diagnostic, le docteur Mercier m'a annoncé que je pouvais espacer mes contrôles à tous les 2 ans. 7 ans de rémission, c'était exceptionnel pour un cancer comme le mien. Statistiquement, j'aurais dû être morte. Mais j'étais là, vivante, en pleine santé, plus heureuse que je ne l'avais jamais été. Le miracle dont parlaient les médecins n'en était pas vraiment un. C'était juste le pouvoir de la volonté humaine, de la transformation intérieure, de la libération émotionnelle. J'ai continué mon travail avec l'association. Nous avions maintenant des locaux plus grands, financés en partie par les droits d'auteur de mes livres. Nous aidions des dizaines de femmes chaque mois. Certaines arrivaient brisées, dépendantes, sans espoir. Et nous les aidions à se reconstruire, une étape à la fois. Budget, recherche d'emploi, estime de soi, procédure de divorce, tout était abordé. Voir ces femmes reprendre vie était la plus belle récompense. Certaines me rappelaient qui j'avais été. Cette peur dans leurs yeux, cette conviction qu'elles ne pourraient jamais s'en sortir seules, cette dépendance qui les étouffait. Et puis, progressivement, la transformation. La première fois qu'elles ouvraient leur propre compte en banque. La première fois qu'elles géraient leur budget seules. La première fois qu'elles disaient non à leur conjoint. Ces petites victoires qui menaient à la grande victoire de l'indépendance. L'argent restait un sujet central dans notre travail. Parce que tant de femmes étaient piégées financièrement. Elles voulaient partir mais ne savaient pas comment survivre sans le salaire de leur mari. Elles n'avaient pas travaillé depuis des années et pensaient être inemployables. Elles n'avaient aucune idée de leurs droits, de ce qui leur revenait légalement en cas de divorce. Nous les éduquions, les informions, les armions pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées. J'ai reçu un prix cette année-là, un prix pour mon engagement associatif. La cérémonie avait lieu dans une belle salle du 7e arrondissement, remplie de personnalités du monde associatif et politique. En montant sur scène pour recevoir ce prix, j'ai pensé à cette femme que j'avais été. Celle qui tremblait à l'idée de confronter son mari infidèle. Celle qui préférait mourir plutôt que d'affronter la réalité. Celle qui se définissait uniquement par son rôle d'épouse et de mère. Cette femme-là n'aurait jamais imaginé se tenir sur cette scène, applaudie pour son travail, reconnue pour son engagement. Elle aurait été terrorisée par toute cette attention, par les projecteurs. Mais moi, Marie, j'étais là, sereine, confiante. Je portais une simple robe bleue, mes cheveux courts grisonnant naturellement, aucun bijou coûteux. Je n'avais pas besoin de ces artifices pour me sentir légitime, pour savoir ma valeur. L'argent restait un sujet central dans notre travail. Parce que tant de femmes étaient piégées financièrement. Elles voulaient partir mais ne savaient pas comment survivre sans le salaire de leur mari. Elles n'avaient pas travaillé depuis des années et pensaient être inemployables. Elles n'avaient aucune idée de leurs droits, de ce qui leur revenait légalement en cas de divorce. Nous les éduquions, les informions, les armions pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées. J'ai reçu un prix cette année-là, un prix pour mon engagement associatif. La cérémonie avait lieu dans une belle salle du 7e arrondissement, remplie de personnalités du monde associatif et politique. En montant sur scène pour recevoir ce prix, j'ai pensé à cette femme que j'avais été. Celle qui tremblait à l'idée de confronter son mari infidèle. Celle qui préférait mourir plutôt que d'affronter la réalité. Celle qui se définissait uniquement par son rôle d'épouse et de mère. Cette femme-là n'aurait jamais imaginé se tenir sur cette scène, applaudie pour son travail, reconnue pour son engagement. Elle aurait été terrorisée par toute cette attention, par les projecteurs. Mais moi, Marie, j'étais là, sereine, confiante. Je portais une simple robe bleue, mes cheveux courts grisonnant naturellement, aucun bijou coûteux. Je n'avais pas besoin de ces artifices pour me sentir légitime, pour savoir ma valeur. Après la cérémonie, il s'est approché de moi. Il voulait parler, disait-il.
Me féliciter pour mon travail, pour ma réussite. Les mots sonnaient creux, comme s'il lisait un script. Je l'ai écouté poliment, puis je lui ai simplement dit merci avant de me détourner. Je n'avais rien à lui dire, aucune colère à exprimer, aucun pardon à accorder. Il n'était plus pertinent dans ma vie, juste un personnage du passé. Jacques m'attendait près du buffet, discutant avec d'autres invités. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Ce sourire sincère, plein d'amour et de fierté. Nous sommes rentrés ensemble dans mon petit appartement du 5e, et j'ai réalisé à quel point ma vie était simple maintenant. Pas de grande maison à entretenir, pas de réception mondaine à organiser, pas de façade à maintenir. Juste l'essentiel, juste ce qui comptait vraiment. 8 ans après le diagnostic, j'ai commencé à travailler sur un projet différent. Une pièce de théâtre basée sur mon histoire. Une metteur en scène talentueuse avait lu mes livres et voulait les adapter pour la scène. L'idée m'a d'abord effrayée. Voir ma vie, mes douleurs, mes intimités jouées par des actrices devant des centaines de spectateurs semblait trop exposant. Mais j'ai finalement accepté, voyant là une opportunité de toucher encore plus de gens. Le processus créatif a été intense. Nous avons travaillé ensemble sur le script, sélectionnant les moments clés de mon parcours. La découverte de la trahison, le diagnostic, les traitements, la reconstruction. Nous avons choisi de ne pas montrer Philippe sur scène, juste sa présence suggérée, sa voix parfois. Parce que ce n'était pas son histoire, c'était la mienne. L'histoire de Marie et de sa renaissance. Et la première a eu lieu dans un petit théâtre de Belleville, un quartier populaire de Paris que j'aimais pour son authenticité. La salle était comble. Mes enfants étaient au premier rang, Jacques à mes côtés. Quand les lumières se sont éteintes et que le rideau s'est levé, mon cœur battait si fort que je craignais qu'on ne l'entende. L'actrice qui me jouait était formidable. Elle avait capturé quelque chose d'essentiel, cette fragilité qui cache une force immense. Voir ma vie jouer devant moi était surréaliste, cathartique même. Il y avait des moments drôles, malgré la douleur du sujet. Des moments où le public riait, reconnaissant l'absurdité de certaines situations, l'ironie de la vie. Et il y avait des moments où on aurait pu entendre une mouche voler, tant l'émotion était palpable. À la fin de la représentation, le public s'est levé pour une ovation debout. Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour toutes les femmes qui s'étaient reconnues dans cette histoire. Pour toutes celles qui avaient vécu la trahison, la maladie, la reconstruction. Pour toutes celles qui se battaient encore. L'actrice m'a invitée sur scène, et quand je suis apparue, les applaudissements ont redoublé. J'ai pris le micro en tremblant. J'ai remercié l'équipe, le public, et puis j'ai dit quelque chose qui venait du plus profond de mon cœur. J'ai dit que cette histoire n'était pas unique, qu'elle était celle de millions de femmes. Que la trahison, la dépendance, la maladie étaient des épreuves communes. Mais que la renaissance l'était aussi. Que chacune d'entre nous avait en elle la force de se relever, de se réinventer, de vivre pleinement, peu importe l'âge, peu importe les circonstances. Et la pièce a tourné dans plusieurs théâtres parisiens, puis en province. Partout, le même succès, la même résonance. Des femmes venaient me voir après les représentations, en larmes, me racontant leurs propres histoires. Certaines étaient en pleine crise, d'autres s'en étaient sorties. Toutes trouvaient dans cette pièce un miroir, une validation, un espoir. Mon association a bénéficié de cette visibilité. Les dons affluaient, nous permettant d'aider encore plus de femmes. Nous avons ouvert des antennes dans d'autres villes françaises. Lyon, Marseille, Bordeaux. Partout, le même besoin, la même souffrance, la même nécessité d'accompagner ces femmes vers l'indépendance. Jacques et moi avons acheté ensemble une petite maison en Normandie. Pas pour y vivre à plein temps, mais pour avoir un refuge, un endroit où nous retrouver loin de l'agitation parisienne. Nous avions mis notre argent en commun pour cet achat, mais tout était clairement défini légalement. 50% chacun, aucune ambiguïté. C'était important pour moi, cette clarté financière. Plus jamais je ne serais dans le flou concernant l'argent. La maison était modeste, une ancienne fermette avec un grand jardin. J'y ai planté des légumes, des fleurs, des arbres fruitiers. Jacques a installé un atelier où il sculptait le bois, hobby qu'il avait découvert récemment. Nous y passions nos week-ends, nos vacances, vivant simplement, proches de la nature. C'était si loin de la vie clinquante que j'avais menée avec Philippe, et pourtant tellement plus riche. Mes petits-enfants adoraient venir en Normandie.
Il courait dans le jardin, cueillait des fraises, aidait Jacques dans son atelier. Je leur apprenais à cuisiner avec les légumes du potager, à reconnaître les oiseaux, à apprécier la simplicité. Sophie me disait que ses enfants rentraient transformés de ces séjours, plus calmes, plus connectés à l'essentiel. C'était exactement ce que je voulais leur transmettre. 9 ans après le diagnostic, j'ai célébré mes 66 ans. Une grande fête dans le jardin normand, entourée de tous ceux que j'aimais. Mes enfants et leur famille, Jacques et ses enfants à lui, des amis proches, quelques femmes de l'association qui étaient devenues des amies. C'était simple, joyeux, authentique. Exactement ce que j'aimais maintenant. En soufflant mes bougies, j'ai pensé à cette femme de 57 ans qui découvrait la trahison de son mari. À cette femme malade qui pensait mourir. À cette femme qui n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Et j'ai souri. Parce que cette femme avait fait un chemin extraordinaire. Elle avait survécu à l'impossible. Elle avait défié les statistiques médicales. Elle avait reconstruit une vie plus belle que celle qu'elle avait perdue. Les médecins ne comprenaient toujours pas complètement ma guérison. Mon cas était étudié, analysé, publié dans des revues médicales. Mais au-delà des traitements, au-delà de la chimio et de la radiothérapie, il y avait eu cette transformation intérieure. Cette décision de vivre, vraiment vivre. Cette libération de la dépendance émotionnelle. Cette découverte de mon identité propre. Tout cela avait joué un rôle dans ma guérison, j'en étais convaincue. Mon 5e livre est sorti cette année-là. Un livre différent des précédents, plus philosophique, plus universel. Je ne parlais plus seulement de ma propre expérience mais des leçons que j'en avais tirées. Sur la nature de l'identité, sur ce que signifie vraiment aimer, sur le rapport que nous entretenons avec l'argent et le pouvoir, sur la mortalité et ce qu'elle nous apprend sur la vie. J'écrivais sur le fait que nous passions souvent notre vie à courir après des choses qui ne nous rendent pas heureux. Le statut social, l'approbation des autres, l'accumulation de richesses. Philippe avait tout cela. Une belle carrière, beaucoup d'argent, le respect de ses pairs. Et pourtant, il était profondément malheureux. Il cherchait le bonheur dans les bras de femmes de plus en plus jeunes, pensant que cela comblerait le vide en lui. Mais le vide restait, parce qu'il venait de l'intérieur. Moi aussi, j'avais passé des décennies à chercher le bonheur au mauvais endroit. Dans l'approbation de Philippe, dans mon rôle d'épouse parfaite, dans cette vie de façade que nous menions. Je pensais que si je faisais tout correctement, si j'étais assez belle, assez dévouée, assez effacée, il m'aimerait. Mais on ne peut pas gagner l'amour de quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer vraiment. Et surtout, on ne peut pas être heureux si on n'existe que dans le regard de l'autre. Le livre explorait aussi la question de l'argent de manière profonde. Comment notre société nous conditionne à penser que notre valeur dépend de notre compte en banque. Comment l'argent devient un outil de contrôle dans les relations. Comment la peur de perdre notre confort matériel nous maintient dans des situations toxiques. Mais aussi comment l'indépendance financière peut être un outil de libération, comment bien utilisé, l'argent peut nous donner les moyens de vivre selon nos valeurs. L'histoire s'arrête ici pour aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, la suite arrive très bientôt. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer la suite de cette histoire dans la prochaine vidéo, tu ne croiras pas ce qui va se passer ensuite.